Donc, encore une fois, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup à vous d'être présent à cette activité du RISIC du 23 septembre 2024. Notre première activité de notre programmation scientifique 2024-2025. Donc, on espère que vous avez passé un bel été et que le début de la session se passe bien pour vous. On est toujours ravis de vous voir présent en si grand nombre et pour certains de vous retrouver aussi après quelques mois de pause de nos activités pour la période estivale. Donc, mon nom est Marc-André Maheu-Calotte, je suis directeur exécutif pour le RISIC et je suis accompagné aujourd'hui de Mme Josée Côté, qui est co-directrice scientifique pour le RISIC. Je vais vous présenter une autre conférencière dans quelques instants, mais avant, simplement vous préciser ou vous rappeler que comme lors de chacune de nos activités, vous pouvez utiliser la fonction Q&A ou questions-réponses au bas de votre écran afin de poser votre question à notre conférencière, et ce, tout au long de l'activité. Il va y avoir une période d'échange à la fin du webinaire et où je pourrai transmettre vos questions à notre conférencière. Donc, sans plus attendre, l'activité d'aujourd'hui a pour titre Le vertige du début de carrière en recherche, réflexion pour faciliter cette transition. Et cette activité nous est présentée par Madame Marie-Hélène Goulet. Donc, Madame Marie-Hélène Goulet est professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et chercheuse junior 1 du programme Jeune leader d'un système de santé apprenant du FRQS. Elle est également chercheuse régulière au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et chercheuse associée à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel. Ses travaux portent sur la prévention de la coercition en santé mentale. Elle s'intéresse particulièrement à la prévention de l'utilisation des mesures de contrôle tout en s'assurant d'un environnement sécuritaire pour tous. Elle préconise une approche de partenariat avec les milieux cliniques impliquant les personnes avec un trouble de santé mentale, leurs proches, les intervenants, les gestionnaires et les organismes communautaires. Donc, merci beaucoup, Mme Goulet, d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole et je vous retrouve à la fin de l'activité pour la modération des échanges. Merci. Là, oui. Merci beaucoup, Marc-André. Puis merci beaucoup pour l'invitation. C'est pas tous les jours qu'on se fait inviter pour parler d'un sujet plus précis qui nous sort un peu de notre programmation de recherche. Puis je me sens un peu comme je travaille beaucoup avec les patients partenaires. Je me sens un peu comme un patient partenaire qui va faire son témoignage et se mettre un peu plus à nu. Donc, c'est une petite présentation qui a demandé quand même réflexion de mon côté, puis qui me fait même avancer, je pense, comme professeur, comme chercheur. Donc, merci beaucoup. Euh, donc, deux objectifs aujourd'hui, c'est vraiment utiliser ma trajectoire professionnelle, mais je vais vous dire personnelle, expérientielle, comme exemple pour identifier les enjeux qui sont souvent un peu moins discutés dans une carrière académique. Puis moi, à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'entendre ce type de présentation par des professeurs, ça a toujours été vraiment inspirant. Puis à chaque moment de ma trajectoire, j'étais rendue à un moment, c'est ça, où j'ai pris un morceau différent de ce type de présentation-là. Donc, j'espère pouvoir vous faire avancer dans votre réflexion aujourd'hui à mon tour. Donc, vous soutenez les doctorants en fin de parcours, postdoctorants ainsi que les nouveaux chercheurs dans la planification d'une carrière de recherche. C'est l'objectif d'aujourd'hui. Euh, j'ai mis, j'ai essayé de trouver une image, le syndrome de l'imposteur, parce que là, c'est ça, là, en fin de semaine, là, avant, il y a un mois, j'étais super motivée par la présentation. Puis en fin de semaine, je me suis dit, mais là, qui suis-je pour aller parler de ça? Est-ce que je suis vraiment la bonne personne? Puis là, je me suis dit que finalement, ce syndrome de l'imposteur-là fait aussi partie de toute notre trajectoire de chercheur, finalement, on n'est jamais totalement en équilibre, totalement confortable dans notre position, qu'on soit doctorat, postdoctorat, professeur. On est toujours dans une certaine évolution, puis je pense qu'on ressent toujours un peu ce sentiment-là. Euh, Merci à Marc-André d'avoir présenté un peu ma bio, mais je voulais le reprendre un peu plus tranquillement, euh, comme c'est ça, c'est un peu plus de moi dont je vous parle aujourd'hui. Donc, un background, un contexte un peu en dehors de la santé. Donc, un bac et une maîtrise en littérature de langue française. Pour me rendre compte que c'était pas du tout mon domaine. Et le lendemain que j'ai déposé mon mémoire, j'ai commencé mon bac en sciences infirmières parce qu'il manquait le côté relationnel et dans un contexte de santé.
Mais au bac, j'ai eu l'occasion quand même de faire par un programme des IRSC, j'ai eu une bourse de stage de recherche avec dans un premier temps Caroline Larue, dans un deuxième été Sylvie Gendron j'ai aussi été assistante de recherche pour Sylvie Dubois, donc trois expériences et Madame Jacinthe Pépin aussi. Donc quatre finalement, j'oublie, quatre expériences qui ont ils m'ont donné une idée de ce que pouvait être la recherche en sciences infirmières. Donc, ça m'a donné tellement le goût que c'est ça qui a fait finalement que j'ai décidé de retourner aux études. Quelques cours comme étudiante libre à la maîtrise pour aller directement au doctorat par la suite sous la supervision de Caroline Larue. Et où j'ai vraiment, durant mon doctorat, j'ai été très chanceuse. J'ai eu des bourses des IRSC, RISIC, RISIC, hein, on ne le dira jamais assez comment ça a été aidant, toutes les bourses du RISIC FRQS aussi. Puis par la suite, un postdoctorat à l'Université McGill, plus dans le domaine de la psychiatrie légale, une bourse des IRSC et du FRQS aussi. Par la suite, une petite pause. Donc, au moment que j'ai commencé comme professeur, j'ai aussi eu mon garçon. Donc, voilà. Puis là, désolée, je suis pas capable de tasser la fenêtre pour voir la fin de ma diapo. Euh, puis, là, présent depuis 2018, donc, je suis professeure à l'Université de Montréal, adjointe et maintenant agrégée, chercheur boursière junior 1, affiliée au centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale. Disons que c'est ce qui me définit le plus. 48, jusqu'à présent, 48 articles, 3 chapitres de livres, 91 présentations. Je tenais à vous mettre cette image-là parce que je trouve que comme ça fait vraiment, wow, elle a vraiment un beau parcours exemplaire. C'est droit, mais dans les faits, c'est pas du tout droit. C'est plein de détours, c'est plein de retours en arrière. Quand on regarde un peu le dossier de nos collègues, souvent ça semble l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Ben, pour les CV, c'est un peu la même chose. Donc, je voulais juste c'est ça, de faire que bon, ça a l'air très beau comme ça, mais dans les faits, moi, je me sens pas comme ça du tout. Euh, donc voilà. Donc, je vais vous présenter un peu les enjeux que j'ai pu identifier plus spécifiques en fin de doctorat, post-doctorat, puis comme nouveau professeur. Mais vraiment, il y a un sujet qui est transversal, je dirais, c'est le soutien. Soutien par les pairs et le mentorat, vraiment, je pense que c'est ça qui a fait la différence jusqu'à présent dans ma carrière. Euh, Puis je vous dirais pour le soutien par les pairs, aller chercher au moins deux points de vue différents. Puis on a souvent l'habitude d'aller vers les mêmes personnes, mais vraiment, quand vous êtes sur le point de vivre une transition, c'est d'avoir une personne qui vient de vivre, ou j'ai mis survivre à cette transition-là, puis une personne qui l'a vécu, ça fait pas trop longtemps, donc c'est frais à sa mémoire, mais qui a déjà un peu de recul. Donc, ça vous permet d'anticiper de façon un peu le micro et le macro. Donc, c'est très aidant d'avoir ces deux perspectives-là. Pour ce qui est du mentorat, je vous dirais que pour moi, là, il faut que ça soit une obligation. Euh, Si c'est pas offert dans votre milieu actuellement, euh, je pense que c'est d'aller le chercher de façon informelle, mais demander à quelqu'un d'être votre mentor, mais d'essayer de le formaliser le plus possible. Parce que quand ça devient de l'ordre de l'informel, on est plus au niveau du soutien. C'est pas le même type d'aide puis de réflexion qu'on va avoir. Donc, idéalement, vraiment à l'extérieur de vos personnes de confiance habituelles, parce que de toute façon, vous allez vous y référer à ces personnes de confiance-là. Euh, et moi, là, le modèle, au début, je trouvais que c'était comme un... Il me semble que je suis occupée, le mentor est occupé. Est-ce qu'on a vraiment le temps de se rencontrer? De quoi je vais parler tant que ça? Euh, Puis, le modèle que je trouve qui va le mieux depuis, c'est le modèle où donc ma mentor. Je suis donc à chaque étape, aussi, je pense que j'ai une mentor.
puis que c'est le fait que la rencontre soit initiée par le ou la mentor. Donc, comme mentoré, on se sent toujours qu'on dérange, même si la personne est super gentille, accueillante, mais on a toujours peur de déranger. Est-ce que c'est trop? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose qui vaut la peine de discuter? Mais là, quand c'est, par exemple, à chaque 6 semaines, à chaque 2 mois, un petit courriel de la mentor, bon, ben, quand est-ce qu'on se rencontre? OK, on planifie ça, que ce soit même seulement 30 minutes, juste pour. Puis finalement, il y a toujours des choses à discuter parce qu'on a toujours besoin d'une perspective un peu extérieure, parce que notre réseau, même des fois, on a des questions par rapport à nos collaborations, puis est-ce qu'on peut vraiment parler à nos personnes de confiance? On a besoin d'un regard extérieur. Bref, donc, pour moi, c'est vraiment très important. Si je continue par rapport aux enjeux spécifiquement au doctorat, donc faire des choix pour avoir un CV équilibré. Donc, CV équilibré, on entend par là tout ce qui est, les notes, ça, c'est une évidence, articles, conférences, participer à des comités, participer soit tant, par exemple, à la faculté ou au département, à un centre de recherche quand c'est possible. Donc, c'est un peu d'avoir, est-ce qu'il y a des activités comme assistant de recherche, des activités comme correcteur, comme tuteur dans des cours. Donc, c'est ce qu'on entend par un CV équilibré. Euh, Puis là, on se sent toujours en compétition. Puis là, je trouve que c'est au doctorat qu'on fait un peu cet apprentissage-là avec ses collègues. Donc, même si on apprécie vraiment beaucoup nos collègues, n'empêche que c'est par rapport à eux qu'on évalue dans des plus grands comités, des fois au niveau des cours, mais on va appliquer au même concours. Donc, c'est vraiment difficile quand quelqu'un a une réponse positive, puis nous négative, de pas se remettre en question, là. Donc, ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est difficile. Puis, c'est juste qu'il faut se remettre en perspective qu'il y a une fois que c'est moi qui vais l'avoir, la réponse positive, l'autre fois, ça va être l'autre. Puis, c'est jamais que des réponses positives de toute manière, là. Donc, c'est ça, il y a comme un roulement qui se fait. Au doctorat, je trouve vraiment que chaque collaboration est une opportunité de mieux se connaître comme personne, comme personne dans son rôle professionnel. Toute nouvelle collaboration, souvent c'est soit un nouveau sujet, une nouvelle méthode, une nouvelle façon de travailler ensemble. Euh, Parce que même si dans certains cas, la supervision de doctorat est très, très étroite, dans d'autres cas, on est vraiment laissé à nous-mêmes, on n'a pas des contacts étroits avec notre directeur. Donc, c'est vraiment une façon un peu c'est ça, de faire un choix éclairé pour se demander quel type de chercheur, chercheuse on veut être. Mais, il faut apprendre à dire non pour terminer son doctorat. Puis là, c'est la maxime habituelle un bon doctorat est un doctorat terminé. J'imagine que tout le monde a déjà entendu ça. Mais avant ça, mais pour pouvoir le terminer, mais il faut apprendre à dire non. Puis vers les dernières années, vraiment se concentrer sur la rédaction. Tout ça prend vraiment du temps. Donc, c'est de cibler nos priorités. Euh, Ce que j'ai trouvé aidant au doctorat, c'est que, par exemple, personnellement, dans ma cohorte, on finissait pas tous en même temps. Il y en a qui étaient sûrement plus avancés, il y en a qui avaient pris plus leur temps. Donc là, quand je suis arrivée vers les 6 derniers mois, dernière année, avec le sprint de rédaction, je me sentais un peu tout seul. Puis, finalement, ben, la solution était de se rapprocher des étudiants qui étaient aussi en fin de rédaction de ma faculté, mais où on n'avait pas nécessairement le même, c'était en cardio, là, moi, je suis en santé mentale, donc c'était loin, mais on s'est fait relire chaque chapitre de problématiques. On était trois, on a relu les trois problématiques. Même chose pour recension, méthode, résultat, discussion. Puis on s'est pratiqué les trois pour la soutenance aussi. Donc, ça a permis vraiment un soutien. Dépendamment où on est, on n'a pas besoin du même type de soutien. Donc là, quand c'est en fin de rédaction, en rédaction, j'ai trouvé ça vraiment très, très utile. En jeu au doctorat, ben, par exemple, si on fait un parcours de 5 ans,
Moi, ce que je dirais, c'est d'assister à peu près, ce qui m'a aidé, c'est d'assister à peu près un an à l'avance à des formations sur les demandes de bourse visées pour l'étape suivante. Donc, par exemple, au doctorat de un an, même un an et demi, 2 ans. Par exemple, si je veux appliquer sur une bourse des IRSC pour mon post-doctorat, mais si j'assiste à une présentation sur ça va être quoi cette demande-là, ben, ça donne un an à peu près aussi pour se réajuster. Ah, mais ça va être évalué là-dessus. Est-ce que pendant la dernière année, est-ce que je peux réajuster quelques choix? Est-ce que je fais beaucoup trop de comités qui me servent à rien ou j'ai moins d'apport puis que finalement, j'ai moins publié. Est-ce que j'ai juste publié puis j'ai pas été impliquée dans mon milieu? Donc, ça permet d'équilibrer un peu notre dossier. Puis là, c'est ça, c'est un peu, mais c'est de parler en termes un peu plus stratégiques, là. Euh, Milieu de quatrième année, je dirais, ça serait de mettre en action tout le réseautage, donc de se questionner, donc vers qui je penserais aller pour un postdoc, de commencer à en parler autour de soi. Mais je pense à faire un postdoc. Est-ce que tu connais des personnes qui seraient pertinentes pour moi, qui me sortent aussi de ma zone de ma zone de confort? Puis, si on fait le doc en 5 ans, ça veut dire que c'est au début de notre cinquième année qu'on fait notre demande j'ai dit de subvention, mais de bourse pour le postdoc. Donc, tout est toujours un an d'avance, hein, donc ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de planification. Fait qu'il y a quelque chose de toujours, peu importe où est-ce qu'on est, de savoir où est-ce nos priorités actuelles, puis ce serait quoi notre prochaine étape pour pouvoir planifier, puis pas passer à côté d'un, d'une d'une étape importante finalement dans cette transition-là. Je demandais à mon équipe puis donc Clara pour Palanomie, qui est en fin de doctorat, puis qu'est-ce que tu trouves, c'est quoi tes enjeux au doctorat? Mais comment je formule ma programmation de recherche? Puis j'avais là, c'est pas le temps encore. Là, au doctorat, il faut se laisser le temps de s'ouvrir sur le postdoc. Puis, mais c'est pas tout le monde qui fait un postdoc non plus. Donc, si vous faites pas de postdoc, là, ça serait le temps. Mais si vous anticipez faire un postdoc, je vous invite à attendre un petit peu. Vous pouvez y penser un peu, mais c'est pas d'y mettre tant de temps que ça. Quand appliquer un poste de professeur, là, c'est vraiment un jeu d'équilibre entre des opportunités et vos propres attentes professionnelles. Par exemple, si vous êtes, dans mon cas, euh, il y avait un professeur en santé mentale qui prenait sa retraite. Donc là, je savais qu'il la prenait dans un an. Donc, ça me donnait, je savais qu'à peu près dans un an, il allait chercher un prof en santé mentale. Donc, on sait, ça me permet de me rassurer par rapport à ça. Donc, il y a des, c'est ça, des opportunités qui se créent, mais il ne faut pas se donner la pression de «Oh, il y a un poste d'affiché, je dois appliquer tout de suite». Euh, il y a des postes qui s'affichent. Il y a plusieurs universités quand même au Québec, toutes avec leurs points, points forts, toutes avec leurs limites aussi. Donc là, c'est de voir aussi quel type d'université vous convient mieux. Puis, ça roule, hein? On n'est pas comme en philo où on peut juste être prof. Donc, il y a vraiment un grand roulement il y a de la demande dans notre domaine. Donc, ça vaut la peine des fois d'attendre un petit peu, de, par exemple, commencer un postdoctorat, puis de réajuster. Donc, les opportunités, des fois aussi, il faut voir qu'ils vont revenir. Je vous donne un exemple. Donc, dans le fond, moi, après une année de postdoc, j'ai appliqué pour un poste de professeur. Puis, je vous mets un exemple de ce que j'avais présenté. Je suis allée chercher une vieille diapo lors de mon entrevue où je présentais jusqu'à présent ce que j'avais fait dans les 4 domaines, les 4 sphères de la profession comme professeur, donc en recherche, en enseignement, vie facultaire, rayonnement. Donc, j'avais réussi dans comme les 2 années précédentes c'était pas exactement, par exemple, j'avais été moins impliquée en enseignement, donc je m'étais rendu compte de ça, donc j'avais été prendre une charge de cours pour me donner cette expérience-là. Donc,
c'est ça, différentes réalisations. Puis on voit que le but, c'est que ça soit un- un- une proposition qui soit équilibrée. Euh, Aussi, j'en profite pour dire, ça fait quand même plusieurs entrevues de personnes qui veulent être professeurs que j'entends. Puis, je dirais qu'une des choses qui revient, c'est que quand on se présente pour un poste de professeur, on dirait qu'on voit juste le côté recherche. Donc, oui, on va parler, oui, oui, il y a les quatre sphères, mais ce qu'on va vraiment juste mettre de l'avant, on dirait que c'est la recherche parce qu'on a été, excusez-moi, drillé par rapport à la recherche. On n'a pas été formé pour devenir professeur, on est formé pour être chercheur. Donc, juste de ne pas tomber dans le piège il faut vraiment vous voir puis vous faire valoir comme ayant un apport dans les quatre. Puis c'est vraiment les personnes souvent qui ont une compréhension un peu plus fine de ces quatre sphères-là qui vont avoir un meilleur résultat à leur entrevue. Si on continue par rapport au postdoc, pour moi, puis là, c'est très personnel, hein, une autre personne vous dirait d'autres choses. Pour moi, le postdoc, c'est vraiment d'explorer des nouveaux sujets, de nouvelles méthodes, avec des nouvelles personnes, nouveaux pays, nouvelles disciplines. Est-ce qu'on peut faire tout ça en même temps? Absolument pas. Euh, donc là, c'est à vous de vous questionner, est-ce que je garde un sujet qui est proche de ce que je fais là, mais si je suis en Cali, je recherche une expérience vraiment en quanti pour aller chercher complètement une nouvelle expérience. Est-ce que je garde plutôt mon approche Cali, mais je change de focus sur le sujet? Dans tous les cas, ça va être avec de nouvelles personnes. Euh, Nouveau pays, avant, c'était nommé comme un incontournable, plus maintenant. Euh, Maintenant, mais ça, je vais y revenir. Mais c'est ça, c'était beaucoup mieux vu avant d'aller à l'extérieur du pays. Mais maintenant, on peut quand même prendre le temps de justifier pourquoi on n'irait pas à l'extérieur du pays. Mais c'est que ça nous permet tellement d'avoir une vision différente sur ce qu'on fait, puis c'est pour ça que c'est valorisé. C'est possible même une nouvelle discipline. Donc, si vous êtes infirmière, vous avez fait votre doc en sciences infirmières, donc même d'aller voir ailleurs, ça facilite même, je trouve, après l'approche interdisciplinaire, la compréhension, le travail. Donc, vraiment, je pense que ça peut être aidant. Vous avez peut-être déjà entendu, ah, tel le projet, ah, mais ça, tu feras ça pour ton postdoc. Par exemple, que votre superviseur, moi, je dis ça des fois à mes étudiants, tu feras ça pour ton postdoc. Mais la réponse, c'est, pour vrai, en toute honnêteté, non. Si on, donnez-vous la possibilité de voir autre chose. Puis si vous avez vraiment une vision pour votre postdoc de je veux faire ça, 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 vous allez passer pour moi à côté un peu de votre postdoc. Mais vous pouvez reprendre votre programmation de recherche par la suite, ça, absolument. Mais je pense que c'est ça. Le postdoc, pour moi, il y a quelque chose de vraiment de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Donc, obligatoire, pas du tout, de faire un postdoc. C'est sûr que c'est un moment privilégié pour développer des nouveaux projets, des nouvelles collaborations, de nouveaux articles. Donc, c'est plus facile par la suite d'obtenir des subventions, ça absolument. Je dirais qu'il y a autant de postdoc que de postdoc. Ça semble banal à dire, mais c'est tellement moins normé que le doctorat où il y a des balises. Donc, chaque faculté, chaque école, département a, bon, ben, première année, les cours, après ça, il y a un examen, après ça, la collecte de données, rédaction. On ne se pose pas tant de questions. Mais là, un postdoc, c'est même l'inscription à l'université, ça se fait un peu en parallèle. Euh, Juste de combien de temps ça dure. Ça peut être 6 mois, ça peut être 2 ans. Est-ce qu'il y a des fois que ça va être subventionné par une bourse provinciale, fédérale, d'autres à partir des fonds de recherche du chercheur? Euh, Puis par rapport à la durée, c'est ça, je disais de 6 mois à 2 ans, mais même est-ce que si on a juste 6 mois pour faire un postdoc, ben ça se peut que le projet soit pas terminé, mais est-ce qu'on a pas obtenu notre postdoc? Non, c'est
un stage postdoctoral. Euh, donc c'est vraiment un peu plus flou. Et aussi, il y a la possibilité, selon la situation administrative de la personne, par exemple, il y en a qui sont déjà professeurs qui vont aller faire un doctorat. Ben, ça, il faut vraiment en discuter avec l'employeur le plus rapidement possible lors de l'entrevue si vous anticipez en faire un, pour voir est-ce que vous allez être libéré, est-ce que c'est réaliste, est-ce qu'il y a des choses aussi simples que est-ce que s'il y a une bourse, est-ce que je peux être payé à l'extérieur de mon salaire de prof? Puis ça dépend vraiment de chaque université, je dirais. Euh, En jeu au postdoc, une transition vers une relation égalitaire. Je trouve que c'est comme le premier moment. Tu sais, oui, je considère mes étudiants en doc comme mes égaux, là, mais mes relations égalitaires de chercheur à chercheur, c'est comme le premier pas de, tu sais, le sentiment de vertige, un petit peu, c'est une des premières fois. Il y a une chose que j'avais pas bien comprise quand j'ai fait mon doctorat, puis j'ai compris vraiment à la toute fin, c'était la nécessité à la fin du doctorat de se détacher de sa direction de thèse. Euh, donc, parce que si vous continuez, par exemple, avec un cheminement plus vers la recherche, bien, vous allez être évalué là-dessus. C'est quoi votre spécificité? Est-ce que vous avez publié sans votre directeur, votre directrice? Donc ça fait en sorte que euh, vous devez finalement moi, un conseil, c'est de se dépêcher à finir les articles de doctorat le plus rapidement possible. Au début, ben, on n'a jamais fini tous nos articles là, quand on commence un postdoc, mais de le faire le plus rapidement possible pour faire une coupure plus nette, parce que c'est long, là, le processus de soumission. Puis, dans le fond, l'article va être soumis, va être accepté, publié quand vous allez avoir quasiment fini votre postdoc, mais ça va être le nom de votre superviseur de doc qui va être là. Donc, quand vous êtes évalué par la suite pour voir votre spécificité, c'est plus difficile. Donc, même pendant votre doc, si vous avez, même avant, si vous avez la possibilité de publier sans votre directeur, votre directrice, ça peut être aidant. Par contre, ça peut être touché. Donc, c'est d'avoir une direction franche à propos de ça avec votre superviseur. Euh, c'est une question qui avait été posée aussi, mais à côté de mon projet postdoc, là, est-ce que je fais d'autres projets? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est là que je pense, comme je disais, de terminer ce qu'on a commencé. On le termine le plus rapidement possible pour pouvoir un peu fermer cette porte-là. C'est dur à fermer. Moi, j'avais un peu un sentiment de trahison, de laisser tomber, mais ça fait vraiment partie du monde académique. Pourtant, on nous dit qu'il faut collaborer, 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 mais on est évalué sur le fait de ne pas collaborer avec notre superviseur, rendu au post-doc, donc notre superviseur de doc. Et même chose pour l'étape suivante. Euh, Projet à faire. Donc, puis idéalement, je dirais puis si on a trop de choses, on ne va pas laisser d'espace pour les autres projets de la supervision de postdoc. Donc, moi, c'est vraiment un moment où, parce que j'avais un peu libéré cet espace-là, j'ai pu être intégrée dans plein de nouveaux projets, dans des nouvelles équipes, puis des nouvelles équipes avec lesquelles je collabore encore maintenant, puis parce que j'avais laissé un peu cet espace-là. Puis, quand vous parlez avec vos superviseurs, nommez vos besoins, nommez que vous aimeriez être impliqué, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi, est-ce que je peux impliquer, peu importe, nommez-le parce que des fois, c'est juste qu'ils n'y pensent pas. Je continue, je me suis mis cette image-là pour ne pas l'oublier. Donc, je vous souvenez de ma première diapo très linéaire. Puis le postdoc, pour moi, je le voyais vraiment comme un moment privilégié pour publier, 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 préparer mon CV pour être plus forte quand j'allais être prof. Puis finalement, ça a été un moment, on a des enjeux personnels, hein, puis très, très difficiles parce que, puis là, j'ai comme vraiment, moi, quand je me souviens de moi à ce moment-là, j'étais comme ça. Fait que donc, petite parenthèse sur ma vie personnelle. Donc,
c'était un moment où j'arrivais pas, j'essayais d'avoir un bébé, c'était pas possible, donc j'étais allée en in vitro. Donc pendant presque toute la durée de mon postdoc, j'étais complètement shootée aux hormones, plus d'énergie. J'étais pas capable de travailler le soir, la fin de semaine, alors que c'est quelque chose que j'avais toujours fait au doc. Donc moi, ça a été, donc j'ai pas été du tout productive pendant mon postdoc, je dirais. Puis ça fait déjà depuis 2018 que je suis professeure, puis je viens juste de soumettre mon dernier article postdoc parce que, justement, entre ça, j'ai fait d'autres projets. Puis là, je n'arrivais pas à remettre la priorité sur ma dernière publication postdoc. Donc, juste dire, c'est vraiment un chemin sinueux, là. Puis, presque depuis, là, je me sens plus en boule comme ça, là, ça va bien, inquiétez-vous pas. Mais c'est aussi un impact des hormones qu'on prend de se sentir comme ça. Mais moi, j'avais peur parce que j'étais comme, voyons, la nouvelle équipe qui ne me connaît pas va penser que je fais rien, que je suis pas efficace, mais c'est des choses qui se discutent. Donc voilà, donc je voulais juste normaliser un peu les moments un peu plus difficiles. Maintenant, comme nouvelle professeure, comme les enjeux comme nouvelle professeure, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a peut-être, je dirais, trois parcours principaux ou cheminements principaux comme professeur. Il y en a qui sont vraiment tournés vers l'enseignement, d'autres qui sont vraiment tournés vers la recherche et d'autres qui ont une charge un peu plus équilibrée, je dirais. Mais ce qu'il faut nommer, même si des fois la, euh, la reconnaissance va peut-être être plus sur les grosses subventions, sur les articles, la part qu'on peut amener quand on prend le cheminement un peu plus enseignement, donc en fait, quand on fait un peu moins de recherche, ben, c'est tout aussi important là, que le cheminement recherche. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut nommer, puis que c'est pas parce que finalement, ben, au début, j'ai pas eu de grosses bourses, donc j'ai été obligée par le fait même, par exemple, d'être un peu plus du côté de l'enseignement. Ben, j'ai plein d'exemples en tête où les 5 premières années de carrière étaient plus liées à l'enseignement. Petit à petit, il y a de l'espace qui s'est fait pour la recherche, puis il y a des professeurs qui ont des super belles carrières aussi du côté de la recherche quelques années après, ou des fois, ça fait complètement le contraire. Donc, c'est quand même de le nommer. Donc, des fois, ça va être un peu plus un projet à la fois, de pas être de pas se perdre dans plusieurs projets. Puis le cheminement recherche, ben, c'est sûr que ce qu'on va rechercher, ça va être d'avoir la bourse de chercheur boursier parce que ça nous permet d'enseigner moins. Donc, ça permet, dans le fond, il y a c'est comme si la bourse permet de payer une charge d'enseignement un chargé d'enseignement à notre place, un chargé de cours à notre place pour nous libérer. Donc, c'est pas de l'argent qui est directement dans nos poches, mais ça nous libère de crédits d'enseignement. Aussi, comme nouvel enjeu, je dirais que ça serait d'avoir une identité multiples. On a plusieurs affiliations, mais je dirais quand même que notre université reste notre identité principale, puis à cela peut s'additionner celle de chercheurs dans un régulier ou associé dans un centre de recherche. Aussi, surtout en sciences infirmières, quand on fait de la recherche, on est souvent en collaboration avec les milieux cliniques. Donc, est-ce qu'on est impliqué dans des comités des hôpitaux ou des instituts où on fait plus de recherche? Puis là, c'est comme une multiple identité avec laquelle il faut apprendre à jongler. Mais tout ça fait partie d'un tout parce que dans le centre de recherche nous permet de développer, faire les projets, de faciliter à faire les projets de recherche. Puis les milieux cliniques, ben, on va être en transfert de connaissances. Puis là, ils vont penser à nous pour faire des comités. Puis là, le comité va donner une idée de projet issu du terrain. Donc, c'est quand même tout ça se nourrit beaucoup. Euh, donc, oui, voilà pour ça. Euh, D'autres enjeux. Donc là, je vous nomme comme plein d'enjeux que j'ai pensé ça. Ça m'a suivi.
tous ces enjeux dans les dernières semaines, je me questionnais. Nouveaux collègues ou une nouvelle, la nouvelle nature de la relation avec les collègues. Des fois, on les connaît déjà, on a peut-être déjà été étudiant à cette université. Ici, je dirais là, de ne pas hésiter à écrire aux collègues, demander des rencontres individuelles, bon, ben, d'apprendre à se connaître. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait collaborer? Est-ce que, donc, vraiment de pas se puis j'ai jamais. Puis moi, puis en fait, même j'ai eu ces demandes-là des fois quand les personnes appliquaient pour un poste, puis qu'ils voulaient juste faire déjà mieux connaître la faculté avant de faire l'entrevue. Puis moi, j'avais beaucoup apprécié que la personne fasse ça. Donc voilà, de pas, c'est toujours bien reçu. S'affilier à un centre de recherche, donc lequel on choisit. Est-ce que c'est nécessaire? Ben, ça facilite des choses que je pensais pas. Est-ce que il y a un fonds de recherche qui vient avec ça? Est-ce que vous avez donc là, est-ce que vous avez de l'argent pour moi pour m'aider comme nouveau chercheur? Combien? Puis là, le combien, des fois, ça vaut la peine d'aller demander à des nouveaux chercheurs d'un an ou deux. C'est un peu personnel, mais vous avez eu combien? Fait que ça donne une idée de est-ce que je dois négocier aussi d'avoir un plus grand fonds de recherche? Donc, c'est des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne dit pas. Donc, c'est des choses. Donc, vraiment, là, des petites rencontres comme ça. Là, j'espère qu'il n'y a pas de centre de recherche qui m'aimeront pas d'avoir dit ça, puis que tout le monde va demander plus d'argent. Quand appliquer Junior 1, donc là, il y a des stratégies aussi. Puis là, c'est là que ça vaut la peine aussi d'être bien mentoré. Est-ce que le dossier est assez mature? Est-ce qu'on se lance puis on voit des premiers commentaires puis pour l'année suivante qu'on va viser de l'avoir? Combien d'étudiants encadrés, combien de projets menés? Ben, je pense que tout ça, c'est commencer un à la fois. Il faut vraiment prendre des petites bouchées, puis à chaque fois qu'on se sent capable, puis qu'on a le goût d'en prendre plus, on y va, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment un à la fois. Euh, Puis tout ça, c'est faire des choix qui nous ressemblent parce que c'est nous. Puis on a beaucoup de liberté. Donc, est-ce que les choix, puis c'est souvent des choix à de longue haleine, là, donc des collaborations, des projets. Donc, faut qu'on ait le goût puis que ça colle avec ce qu'on veut faire. Suivi des contrats, bourse, budget. Souvent que mes étudiants trouvent que je suis pas très bonne là, pour faire le suivi de leur contrat. Donc ça, c'est vraiment pas évident de comprendre comment fonctionnent les budgets, les demandes dans chaque endroit. Euh, c'est un vrai enjeu. Puis là, il y a des personnes pour nous soutenir là-dedans, mais il faut demander. Et développer une programmation de recherche, mais je pense que c'est un peu plus tard que je vous propose un petit aperçu de la mienne. Gestion d'une équipe de recherche. Ça, c'est quand même complètement nouveau quand on commence comme professeur. Donc, on est vraiment dans la transition d'un rôle de collaborateur à leader. Euh, Donc là, justement, un peu comme je disais, recruter notre équipe, ben, c'est petit à petit. Là. Au début, j'avais une étudiante, après ça, deux. Ben là, l'étudiante, là, j'ai une petite subvention, donc je peux l'embaucher comme assistante de recherche sur un projet. Finalement, puis là, tout ça un peu se construit, se construit, se construit. Donc, faut pas trop stresser avec ça, là, mais au début, c'est sûr que c'est comme une sensation de vide parce qu'on est vraiment tout seul face à toutes ces possibilités-là. Euh, pour l'instant, puis là, c'est des choses qui changent selon les saisons, selon les années. Ce que je trouve, moi, ce que je trouve aidant, c'est d'avoir mon équipe en présentiel. Moi, j'ai réussi à avoir quelques locaux à mon centre de recherche pour mes étudiants, puis de se rencontrer aux 2 semaines, toute l'équipe ensemble. Donc, depuis 2, 3 ans, j'ai maintenant un coordonnateur de recherche où ici, on se fait un suivi plus serré à chaque semaine. Pour le recrutement des étudiants, au début, je ne sais pas, j'avais tellement de demandes bizarres.
d'étudiants qui voulaient que je les supervise pour des projets qui n'étaient pas du tout proches de mon... Là, je me sentais mal à leur dire non, puis... Mais c'était tellement loin de mon expertise, puis finalement, avec les années, je me sens mal de dire non, mais je l'assume un peu plus. Donc, pour moi, il faut quand même qu'il y ait un lien avec mon intérêt de recherche, puis idéalement, même que ce soit à partir de mes projets. Équilibre entre être trop et pas assez disponible. Quand je suis trop disponible avec mon équipe, c'est moi, mes choses que j'avance pas. Quand je suis pas assez disponible, c'est les projets de mes étudiants qui avancent pas. Donc, c'est cet équilibre-là que je tente de rechercher. Obtenir, gérer des subventions. Puis ça, il y a comme une petite pression qui s'additionne plus notre équipe grandit parce que là, si les projets de recherche ont une durée limitée, mais moi, j'aimerais ça que continuer à travailler avec mon cours d'eau, continuer à travailler avec... donc là, je veux quand même que... Là, on devient un peu comme une petite PME, ben, une PME. Euh, donc, est-ce que je vais être capable d'aller chercher une subvention pour payer les personnes que j'emploie? Donc, ce que j'avais pas du tout comme questionnement avant. Se donner le droit de changer d'idée tout le temps, tout le temps. Euh, et mentorant entre mes étudiants. Donc là, par exemple, ceux qui sont plus avancés dans leur parcours, qui ont un mentorat vraiment plus formel avec qui prennent un peu en charge. Puis c'est toutes les petites questions là, qu'on a toujours quand on commence dans un nouveau milieu, mais c'est toujours aidant, mais de le nommer entre mes étudiants, c'est quelque chose que je crois qui va bien. Comment gérer son temps? Hum, je le sais pas. Euh, c'est un grand questionnement que j'ai. Je vous mets un peu des choses que je fais ces temps-ci, différents comités auxquels je participe, le comité éthique de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, le comité éthique de Pinel, comité primauté de la personne de l'Institut, comité prévention de la violence, le CECI, j'en ai oublié, j'ai le comité directeur des mesures de contrôle. Euh, Puis là, on m'invitait sur des nouveaux comités sur le plan d'action interministériel en santé mentale. Puis là, je dis, OK, là, je dois me retirer de certains comités. Mais je trouve ça difficile. Je trouve ça difficile de... Tu sais, je suis quelqu'un où j'aime ça collaborer sur le long terme. Puis, mais il y a des choses ils ont besoin... tu sais, j'ai développé une certaine expertise avec les années. Puis là, ils en ont besoin maintenant, mais je ne peux pas me décupler. Euh, Aussi, quand on avance, donc là, pour professeur adjoint, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des collaborations internationales nécessairement, mais quand on va vers l'agrégation, c'est des choses à lesquelles il faut commencer à penser. Donc là, par les colloques, il y a des liens internationaux, il y a des liens que j'ai faits. Donc là, comment entretenir ça? France, Suisse, Royaume-Uni, Australie, mais est-ce qu'on fait des projets communs? Est-ce que c'est moi qui les initie? Donc, c'est beaucoup c'est ça, de questionnements, beaucoup de révisions d'articles. Donc là aussi, quand ça fait longtemps que je n'ai pas écrit un article, là, j'essaie de refuser le plus de révisions d'articles possible pour me mettre plus de temps sur mon projet. Euh, Jury de mémoire, jury de thèse, tout ce qui est finalement, évidemment enseignement, comité facultaire, gestion et animation de l'équipe de recherche. Si j'essaie que ce soit le fun de venir travailler dans mon équipe, mais ça prend quand même euh, du temps à- dans l'agenda. Puis là, il y a euh, une professeure qui m'avait suggéré le livre Workday Warrior. Euh, Puis, c'est un livre pour les personnes un peu en style télétravail, là, que tu as une journée, mais puis il faut que tu planifies comment tu vas gérer tes journées. Donc, des fois aussi d'aller chercher des outils comme ça peut être vraiment aidant. Puis, une des choses qu'on met beaucoup de l'avant, Gomez, c'est que ben, il faut que tu aies trois priorités. Puis, tant qu'une de ces priorités-là n'est pas terminée, tu ne peux pas rentrer, dire oui à de nouvelles choses. Donc là, ça t'oblige un peu à travailler sur les choses vraiment les plus importantes pour toi. Donc, voilà.
Euh, Par rapport à la programmation de recherche, donc définir c'est quoi son expertise, donc même par rapport à la formation qu'on a eue, comment on se démarque. Puis, il faut vraiment s'assurer de la cohérence de la programmation de recherche. Ça nécessite aussi de créer et d'entretenir les collaborateurs, les collaboratrices. Euh, Puis là, moi, donc, j'ai nommé chercheur, gestionnaire, clinicien, patient, partenaire. C'est souvent dans notre domaine ceux avec qui on collabore. Puis moi, ce que j'ai trouvé dans les dernières années, c'est que j'avais sous-estimé l'importance de la collaboration avec les gestionnaires. Euh, puis, ça prend du temps, mais vraiment donc d'être impliqué dans les comités de l'Institut où j'ai une expertise, là, par exemple la prévention de la violence, mesures de contrôle. euh, Ça facilite après le fait de faire des projets de recherche dans les milieux. Pour la programmation de recherche aussi, c'est super compliqué parce qu'on demande, ils nous disent qu'ils veulent que tout soit subventionné d'avance, là, mais c'est pas possible. Fait qu'il faut comme le nommer de façon, faut être assez ratoureux, je dirais, dans la façon d'amener sa programmation de recherche. Donc, idéalement, il faudrait qu'il y ait des projets qui soient déjà subventionnés et avancés. Et même si vous l'avez presque terminé, ben, ça vaut presque la peine de prendre plus de temps pour pouvoir l'intégrer dans votre programmation de recherche. Puis ça, c'est vraiment la programmation de recherche. Là, je parle pour, par exemple, quand on applique à un chercheur boursier junior 1. Persévérance, je ne sais plus pourquoi je l'ai mis là, mais avec nos étudiants. Donc, il y en a que ça va super bien, il y en a que ça va moins bien. Mais c'est encore plus gratifiant quand ça va moins bien de voir l'évolution de l'étudiant. Les articles, ben là, encore une fois, tu sais, ça a l'air beau, j'ai plusieurs publications, mais là, il y en a une qui vient d'être acceptée quand ça faisait 5 journaux qui l'avaient refusée. Ça a été hyper difficile, mais finalement, ça a été publié. Demande de subvention. Moi, j'ai été chanceuse au début, j'ai plusieurs subventions qui ont été acceptées du premier coup. Puis là, en travaillant avec d'autres, mais non, mais une subvention, tu n'as pas ça du premier coup, voyons. Ton objectif, c'est juste d'avoir les commentaires pour la première fois, puis après ça, tu sais, la troisième fois, là, tu as des chances de l'avoir. Genre, OK. Et puis là, ça te donne le temps de demander des petits fonds de recherche pour faire un pilote, puis là, tu as plus de chances de l'avoir. Puis c'est des choses que je ne comprenais pas au début. Euh, le temps file, mais non, je vais être correcte. Junior 1, ma première demande a été un refus. J'ai tellement trouvé ça difficile. Je vous ai mis des commentaires ici que j'ai reçus pour cette demande. Euh, Ici, la deuxième ligne, la candidate est peu mobile. Elle a reçu tous ses diplômes à la même université, celle où elle enseigne présentement. Euh, les lettres de recommandation sont très positives, mais proviennent là encore de la même université. Elle a fait un postdoctorat dans une autre université, il faut le préciser, mais dans la même ville. Est-ce pour des raisons et des contraintes personnelles? On ne le sait pas. La lettre sur la situation particulière mentionne un congé de maternité, mais après les études. Ça, j'étais tellement fâchée quand j'ai reçu ce commentaire-là. Puis, tu sais, j'ai pas pu sortir de la ville parce que j'étais en traitement de fertilité. Je suis comme, mais c'est quoi, il faut que je leur mette mes ovaires sur la table pour... fait que l'année d'après, je dis, bon, s'ils veulent avoir ces informations-là, je vais leur donner. Puis, je leur en ai mis, puis ça a bien passé. Donc, il ne faut pas avoir peur de mettre en contexte aussi quand on fait des choix comme ça. Euh, Par rapport au fait que les projets sont subventionnés ou pas. Elle a obtenu une subvention du FRQSC, mais pour son post-doctorat. Sera-t-elle capable de financer son programme? C'est moins clair. J'avais le trois quarts de mes projets subventionnés déjà pour ma programmation. Euh, Elle a démontré sa capacité à publier comme chercheur principal, quoique ce soit beaucoup avec ses mentors. Donc là, vous voyez pourquoi je vous disais les enjeux un peu plus tôt. Donc voilà, donc c'est comme quelques... C'est toujours, écoutez juste à le relire. Je trouve ça difficile parce que je trouve qu'il y a un peu d'injustice, mais je suis comme, OK, si c'est ça que vous avez lu dans ma demande, ben, je vais le présenter un peu autrement pour que ça soit reçu autrement.
Ici, je vais juste avancer directement. Je voulais juste vous donner un exemple. Donc, moi, je m'intéresse à la prévention des mesures de contrôle en santé mentale, donc l'isolement et la contention. Donc, c'est la programmation de recherche que j'avais proposée. Puis, j'avais divisé en deux axes. Souvent, on a comme deux ou trois axes. Puis donc, je voulais juste vous donner un exemple de ce à quoi peut ressembler une programmation de recherche. Pour le premier axe, l'idée, c'était de faire le portrait de l'utilisation des mesures de contrôle au Québec. Et l'axe 2 visait plus la prévention, donc outiller surtout les infirmières pour avoir moins recours aux mesures de contrôle. Donc, le premier projet je l'avais presque terminé. Puis je l'avais pris sur mes fonds de recherche comme du centre de recherche. Climat de prévention de la violence, j'avais eu une petite subvention du RISIC. Mesures de contrôle, j'ai eu une grosse subvention du CRSH. Plan de crise conjoint, j'avais un FRQSC. Projet de recherche participative, là, je laissais la porte ouverte un petit peu pour un autre projet issu des demandes du milieu. Donc, l'idée, c'était de mettre la cohérence aussi, de le mettre en lien avec un modèle théorique qui n'existait pas vraiment à ce moment-là. Donc, je l'avais développé avec une étudiante, avec Clara Lessard-Deschênes. Donc, j'ai aussi été plus impliquée avec l'unité de soutien SSA Québec, qui vraiment l'idée, c'est par et pour système de santé apprenant. Donc, donc, ma bourse de Junior 1 est issue de leur fonds. Donc, c'est une équipe avec laquelle je collabore. Puis, donc, l'idée, c'est ça, je vous parlais de collaborer avec beaucoup de personnes. Donc, ça peut être long aussi les projets de recherche. C'est un exemple ici d'approche participative organisationnelle. Et j'avance. Il me resterait trois diapos. Euh, Quelques erreurs. Euh, mais là, quand on se dit, je peux pas refuser, c'est une opportunité, là, je peux pas refuser. Oui, on peut presque toujours refuser. Pensez à moi quand vous allez refuser. Il y a des projets que j'ai pas refusés, pour lesquels j'ai mis énormément de temps. Je me les suis mis ici je viens de faire la même erreur aussi sur un projet, juste parce que j'avais le goût de travailler avec quelqu'un, mais finalement, le sujet est un peu à côté de ma programmation. Ça m'amène moins, mais ça m'a pris un mois de demande de subvention. Prendre la co-direction scientifique d'un ouvrage, mais en début de carrière, c'est peut-être un peu tôt, là. C'est peut-être mieux de mettre son temps ailleurs. Puis de la supervision des assistants de recherche étudiants. Donc, il peut arriver des fois des choses qu'on n'avait pas anticipées, qu'on ne voulait pas que ça aille dans ce sens-là. Puis là, ma mentor de ce moment-là, je vais toujours m'en souvenir, j'avais expliqué la situation. Elle avait dit, tu n'aimeras pas ce que je vais te dire, mais c'est de ta faute. C'est toi qui supervises, c'est toi la responsable, c'est toi qui as l'imputabilité. Donc, c'est à toi d'être plus serré dans ton suivi. Donc, c'est quelque chose que je garde précieusement en tête. Équilibre entre vie professionnelle et personnelle. J'avais juste le goût de vous mettre ça. Mais ça pose beaucoup de questions, tu sais, avant, pendant la maternité aussi, quand est-ce que c'est le meilleur moment? Il n'y en a pas. Il y a des professeurs qui ne travaillent jamais les soirs, la fin de semaine. Il y en a que oui. Donc, quelles sont nos propres limites? Puis de ne pas toujours être disponible. Euh, donc, moi aussi, en faisant la présentation, je me suis dit, bon, ben, pour les prochaines étapes aussi, moi, donc là, j'ai eu l'agrégation, mais là, je suis en préparation de mon junior 2 pour l'automne. Là, je vais l'appliquer à l'automne 2025, donc il faut que je pense maintenant. Donc, même mes rencontres avec ma mentor, ça va être là-dessus que ça va porter les prochaines fois. Donc, j'essaie d'appliquer ce que je vous dis. Donc, ça serait ça pour moi. Je pensais pas vous parler autant, fait que j'avais préparé quelques autres diapos, mais ça sera tout. Je ne vais pas prendre. J'ai déjà pris tout mon temps. Merci beaucoup, Madame Goulet, pour cette présentation-là qui a permis, je pense, de brosser un portrait extrêmement riche des différents enjeux. On a commencé avec le doctorat, le post-doctorat, ensuite comme nouveau professeur. Je pense qu'il a permis de nous
pour certains, du moins de nous initier à une réalité qu'on ne voit pas nécessairement de l'extérieur, les nombreux questionnements qu'il peut y avoir à ces différentes étapes-là du parcours. Donc, merci pour vous. Comme je le disais, je vous invite à poser vos questions dès maintenant à notre conférencière en utilisant la fonction Q&R, questions-réponses au bas de votre écran. On a déjà des questions qui ont commencé à rentrer. Et en fait, je vais vous poser une question qui fait peut-être un peu suite au dernier sujet que vous mentionnez, justement, la conciliation peut-être vie familiale, vie professionnelle. Puis, on a une participante qui nous dit justement, lorsqu'on est nouvellement professeur adjointe, on a l'impression, comme vous mentionnez, qu'il faut avoir beaucoup de publications, il faut s'impliquer dans beaucoup d'activités. Puis, elle se demande, lorsque on a un enfant, par exemple, en bas âge, pour vous, est-ce que ça représente un obstacle, un défi? Comment est-ce qu'on peut faire pour concilier un peu ces dimensions-là? Je ne sais pas si vous voulez nous en parler peut-être encore quelque peu. Puis moi, là, quand j'ai commencé à être prof, puis là, j'étais enceinte de 8 mois, puis donc bref, j'ai eu un congé de maternité. Quand je suis revenue, euh, c'était la COVID. Donc pendant 2 mois, j'ai eu la garderie, puis après ça, j'avais pas de garderie en plus. Euh, puis l'idée, c'est qu'on passe à travers tout, mais je pense qu'il faut peut-être se mettre un peu moins sur les épaules. Puis peut-être de parler un peu plus à nos collègues, mais est-ce qu'il y a des projets ou est-ce que, donc de ne pas prendre nécessairement le lead, mais est-ce qu'il y a des projets pour lesquels je peux collaborer? Parce que moi, ce que les évaluateurs ne comprennent pas, c'est que si j'ai un congé de maternité en 2018, mais c'est en 2020, 2021 que je vais avoir un creux dans mes publications, puis ça, ils ne comprennent pas. Puis même, tu sais, tu t'as beau l'expliquer, mais fait que si, tu sais, pour couvrir un peu ça, des fois, je pense que ça peut être une façon. Mais aussi, là, la carrière parfaite, là, ça n'existe pas. Puis, regardez, moi, ça a été même le 2 ans avant où j'avais aucune énergie, puis que, tu sais, puis là, j'ai quand même été compétitive pour mon junior 1. Donc, tu sais, tout se replace là, mais donc c'est pas évident. Mais là, je dis ça à un moment où c'est les demandes de subvention, puis j'ai travaillé tous les derniers soirs, puis les fins de semaine. Mais après un sprint comme ça, mais pour le prochain mois, je me donne pas le droit de travailler le soir, la fin de semaine, pour rééquilibrer justement par rapport à la vie familiale. Donc, on entend cette idée-là au niveau personnel, d'oublier peut-être cette idée-là d'avoir vouloir une carrière parfaite, d'accepter N'est-ce peut-être pas? de mettre de moins en moins sur les épaules. Puis vous donner un conseil très pratique si on a peut-être moins l'opportunité de mener des projets comme chercheur principal, de collaborer à d'autres projets comme ça pour pouvoir continuer à maintenir une ligne de recherche. Oui. On a énormément de questions qui rentrent dans le chat. Je pense que votre présentation a fait extrêmement réagir les gens. Je vais déjà avec une deuxième. On a une question de Mme Anne-Marie Leclerc qui dit d'abord que c'était super intéressant. Puis elle se demande si vous auriez peut-être quelques conseils, astuces, stratégies pour recruter des étudiants au cycle supérieur. Donc en particulier lorsqu'on commence comme professeur adjoint, pour commencer à avoir des étudiants. Avez-vous des conseils pour peut-être attirer les étudiants? Moi, ça a été, ben, je pense qu'il y a de le nommer aux collègues qu'on est ouvert aux co-supervisions. Puis aussi pour commencer, les co-supervisions, là, j'avais pas compris à quel point c'était aidant d'avoir deux regards sur le projet des étudiants. Moi, quand j'ai commencé, je pensais que c'était même plus complexe de concilier deux perspectives, quand dans les faits, c'est vraiment souvent beaucoup plus riche. Peut-être pas pour tous les projets, là, mais quand c'est possible, ça l'est. Puis, sinon, pour aller recruter, ben, quand j'enseigne, j'essaie de mettre de l'avant, ben, si c'est des fois comme assistant de recherche qu'on est capable de les avoir en premier. Des fois, là, il y a des cheminements honneurs, récits. Il y a fait que des façons un peu plus comme ça. Puis là, moi, je suis pas la personne experte là-dessus, mais réseaux sociaux aussi, d'aller vers les étudiants. Puis là, des fois, je mets plus mon équipe là-dessus, là. En fait, comment se présenter? Parce que tu sais, la journée où on va d'accueil pour les nouveaux étudiants, j'y vais par principe, mais ça fait 3 ans que j'y vais, puis c'est pas comme ça que je recrute mes étudiants, là. Les étudiants vont plus aux journées d'accueil. Donc, il faut trouver d'autres façons.
Merci beaucoup. Donc, s'ouvrir, justement, vous dites parler de la co-supervision, s'ouvrir aussi aux différentes, on pourrait dire, portes d'entrée des étudiants au cycle supérieur, donc, par exemple, Oui, les cheminements en heure ici, puis aussi faire du réseautage avec les collègues, les réseaux sociaux. On a encore beaucoup de questions qui rentrent. On a peut-être le temps encore peut-être pour une ou deux. Sinon, si vous avez d'autres questions, peut-être vous pourrez contacter Marie-Hélène Goulet directement à oui, son oui, courriel absolument. aussi. Donc, je suis pas dure à trouver sur... Oui. je peux partager aussi s'il n'y a pas de souci. Donc, on a une question qui nous vient de Zach, qui nous demande un peu, vous nous mentionnez tantôt, vous nous partagez en fait. Merci beaucoup pour ce partage-là, les commentaires que vous aviez reçus dans votre demande, je pense, d'InterQS que vous aviez déposé. Puis cette personne-là se demande comment est-ce que vous avez fait pour contourner un peu les commentaires du jury. Donc, lorsqu'on parlait même université, même ville, donc comment est-ce qu'on fait un peu pour répondre peut-être à ce commentaire-là ou l'adresser? Je pense que là, ça a été de nommer que c'était juste impossible pour moi à ce moment-là, mais aussi de dire, ben, ça a été impossible à ce moment-là, mais dans les années suivantes, ben, je suis allée chercher des collaborations à l'extérieur du Québec. Donc, tu sais, de montrer un peu notre flexibilité. Donc, peut-être que je réponds pas à votre critère exactement comme ça, mais j'atteins l'esprit du critère d'une autre manière. Donc, c'est un peu de contourner. Comme ça, on montre aussi, on rassure. L'idée, c'est de rassurer les évaluateurs. Est-ce que on peut lui confier un 4 ans de chercheur boursier? Est-ce qu'elle va être capable de mener à bien? Ben oui, parce que quand c'était pas possible de le faire de telle manière, j'ai trouvé une autre manière de le faire. Merci. Puis il y a une dernière question qui nous vient de Mme Stéphanie Lachance, puis qui nous demande en fait comment est-ce que votre planification ou peut-être votre programmation de recherche, je pense que c'est ça l'esprit de la question ici, a évolué entre le moment où vous êtes devenu professeur et maintenant. Donc des fois, on a envie de tout planifier d'avance, tout prévoir. Comment J'adore est-ce cette qu'on... question-là. Ouais. J'adore cette question-là parce que mon quatrième projet, où j'étais restée très, très large, finalement, ben, il arrive tellement de choses en 4 ans. Là, il y a une étudiante qui s'intéressait je me suis intéressée au plan de crise en santé mentale. Il y a une étudiante qui s'intéressait au concept de crise en santé mentale. Ça m'a amené petit à petit vers des équipes d'intervention mixtes, psychosociales, policières. C'est pas du tout dans ce que je vous ai présenté. En parallèle à ça, mes étudiants se sont de plus en plus intéressés coercion perçue, coercion informelle. Donc, ça m'a sorti de ce que je voyais des mesures de contrôle de la coercion formelle. Puis, c'est sûr que là, dans la planification de ma prochaine programmation, je vais aller de façon, la coercition sur la trajectoire de soins de façon beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large, là. Donc, il faut vraiment rester ouvert aux découvertes qu'on fait, puis aux découvertes de nos étudiants, puis d'où est-ce qu'ils nous amènent, puis des collaborations qu'on a. Merci beaucoup encore une fois pour votre présentation aujourd'hui. Merci aussi aux nombreuses réponses aux questions qu'on a eues. Comme je le mentionnais, si votre question n'a pas pu être répondue, je vous invite à écrire directement par courriel Absolument. à Madame Goulet votre question. Sinon, très rapidement, en finissant, je vous mentionne, comme je vous disais au début, qu'on a plusieurs activités qui sont prévues cette session-ci à chaque semaine. Notre prochaine activité, justement, elle est prévue jeudi le 3 octobre prochain à 9 heures du matin. Et il va s'agir d'une table ronde virtuelle qui porte sur le plein déploiement et la valorisation des compétences scientifiques des IPS en recherche. Donc, c'est une activité à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement et qui est ouverte à tous. Vous pouvez vous inscrire à cette activité-là et voir aussi nos autres activités en visitant notre site internet au www.risic.com. Le webinaire d'aujourd'hui va être enregistré et va également être ajouté sur notre site internet dans les prochains jours. Donc, merci encore, Mme Goulet, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci également à toutes les personnes qui ont participé à notre webinaire. Et on se retrouve peut-être jeudi prochain pour cette table ronde virtuelle-là. Merci à vous. Bye bye.